Donc j'ai le plaisir d'animer cette conférence de 25 minutes sur un sujet qui est très large. Quelle place pour l'or et les matières premières en 2026 avec, vous l'avez vu, une performance plus qu'honorable pour l'once d'or qui gagne 50% depuis le début de l'année en dollars, le baril de pétrole qui, de son côté, depuis plusieurs semaines maintenant, eh bien, tergiverse autour des 65 dollars. Et puis, les terres rares également, très vaste sujet géopolitique, on l'a vu avec notamment la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Pour parler de ce sujet, Renaud Lyons, qui est donc avec nous, directeur des relations investisseurs et communication financière de Total Energy. Guillaume Pitron, qui est président de la société d'intelligence minérale Psyché 16 et également auteur d'un livre, voire de plusieurs livres, hein, mais dans notre cas, on va pouvoir notamment revenir sur le livre que vous avez écrit, qui est la guerre des métaux rares. Et puis enfin, Benjamin Louvet, qui est directeur des gestions matières premières chez Ophi Invest Asset Management. Commençons quand même par le pétrole. Renaud Lyons, c'est quand même la surprise de cette année. Un baril de pétrole qui perd un peu plus de 15% depuis le début de l'année, avec l'OPEP+, qui souhaite produire toujours plus de pétrole, Donald Trump également, dans le même temps la Chine qui réduit un petit peu sa dépendance au baril de pétrole. Comment ça se passe pour vous dans ce contexte chez Total Energy ? On est toujours au-dessus de 60 dollars, hein, donc c'est toujours un très bon prix. On a eu, vous savez, les cycles pétroliers, on en a vécu quand même des très difficiles, notamment pendant le Covid, où le prix du baril est quasiment devenu négatif, avec des effets de trading. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a une baisse du prix qui est finalement assez lente. On était à 70 dollars, on est aujourd'hui à 60 dollars. Ce qu'on envisage, c'est que pour la fin de l'année et pour le début de l'année 2026, effectivement, on a un double phénomène. On a une demande qui reste relativement faible, avec la Chine qui est relativement atone. Alors c'est un peu compensé par l'Inde, mais globalement une demande qui reste faible. Par contre, une offre de pétrole qui reste très forte, avec deux sources principales. On a les pays qu'on dit non OPEP, principalement le Brésil, le Guyana et les États-Unis, les shale oil américains, qui continuent encore leur ramp-up et beaucoup de nouvelles productions. Et après, les pays OPEP, comme vous l'avez dit, sous la pression de Trump, qui relâchent des quotas de production chaque mois. On a un peu plus de pétrole. Et donc, on a une offre qui est extrêmement importante, une demande qui est faible. On imagine que tout ça va s'inverser vers la moitié de 2026, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que le shale oil américain à 60 dollars le baril, si le prix descend, le shale oil américain il devient moins intéressant. Alors c'est pas parce que M. Trump dit drill baby drill que ça va se passer. Et donc globalement, quand le prix du baril descend, les pétroliers américains sont très disciplinés. On a des productions non OPEP qui vont rester assez faibles, et c'est l'OPEP, on va dire, qui va reprendre le contrôle avec des prix qui devrait repartir à la hausse à partir de mi-2026. Malgré ce prix du pétrole qui est en baisse depuis le début de l'année, vous continuez à maintenir votre politique de dividendes, de rachat d'actions, et surtout vous allez là aujourd'hui où les actionnaires se trouvent, c'est-à-dire à New York, puisque dans une quinzaine de jours, vous allez passer d'un ADR, ce qui est un certificat, à une action ordinaire. Alors vous refusez de parler de double cotation. Pourquoi ce n'est pas une double cotation ? Non, c'est pas qu'on refuse de parler de double cotation, mais on avait parlé effectivement de faire une double cotation l'année dernière. Ça avait créé une levée de bouclier, puisque les gens avaient fait le raccourci. S'ils font une double cotation, ça veut dire qu'ils partent de Paris, ils partent de France. On a regardé l'aspect technique. La réalité, c'est qu'on n'a pas pu faire la double cotation, et on est parti sur quelque chose qui était finalement beaucoup plus simple, qui n'était pas possible jusqu'à maintenant, parce qu'en fait, les capacités de calcul en direct entre deux marchés était très difficile. Donc on va pouvoir avoir la même classe d'actions et à Paris et à New York. On aura une action ordinaire à New York. On va convertir nos ADR. Alors les ADR, c'est simple. C'est simplement des certificats de détention d'actions qui sont détenus, qui sont à Paris. Donc le marché primaire de Total Energy va rester Paris. Mais on va avoir les actionnaires américains vont pouvoir avoir la possibilité d'acheter des actions ordinaires sur le NYSE. Ce qui va permettre en fait finalement d'avoir une cotation de 9h du matin à Paris, à 4h30 à New York, à 22h30 heure de Paris. Donc on va avoir une cotation en continu, et on imagine que tout ça aura des effets bénéfiques et pour les actionnaires américains et pour les actionnaires français, parce que finalement ça va créer un appel d'air entre Paris et New York. Il y a plus d'acheteurs aujourd'hui aux États-Unis, donc les actions vont être transférées sur le marché américain, ce qui va créer finalement une rareté à Paris, l'action, et la rareté de l'action à Paris va faire que le cours de Total Energy va aussi monter à Paris. Donc on va avoir probablement un effet bénéfique à New York et à Paris.
Et donc ça sera à partir du 8 décembre. 8 décembre. Et on suivra ça, bien sûr, notamment sur BFM Business. Alors, je vous rappelle, le thème de ce débat aujourd'hui, c'est quelle place pour l'or et les matières premières en 2026. Parmi ces matières premières, on peut citer notamment l'or, dont nous parlerons dans un instant, mais juste avant, quand même, un mot des terres rares avec vous, Guillaume Pitron. Des terres rares, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'elles sont vraiment rares, dans le sens où c'est vrai que certaines terres, en fait, on peut les trouver dans de nombreux endroits du globe, mais en fait, c'est parce qu'aujourd'hui, on ne va pas les chercher, on ne va pas les extraire, voire derrière, en fait, elles ne sont pas directement produites. Bon, d'abord, on a besoin de terres rares pour les énergies vertes. Total, dans sa stratégie d'énergie verte, consomme toutes sortes de matériaux critiques, dont des terres rares. En faible quantité, parce que globalement on consomme de très faibles quantités de ces matériaux, mais elles sont indispensables pour toutes sortes d'applications et notamment pour faire des aimants permanents, dont on parle beaucoup actuellement parce que la Chine en fait a une politique de rétention des terres rares et des aimants permanents qu'elle fabrique. Les terres rares ne sont pas rares et ce ne sont pas des terres. Ça a été un terme qui a été inventé il y a 200 ans par des géologues scandinaves, suédois, et ça venait de terres argileuses, donc ils ont appelé ça des terres, et ils pensaient qu'elles étaient rares parce que là où on les trouve en Suède, elles étaient rares, mais en fait, à l'échelle de l'humanité, il y en a partout sur Terre. On en consomme très peu. Chacun d'entre nous, on consomme quelques grammes individuellement par an, et pourtant, sans ces terres rares, le monde ne tourne pas. Le monde ne peut pas en fait fonctionner parce que les aimants de terres rares, traversés par un courant électrique, qui plus est vert, font tourner tous les moteurs, de la brosse à dents électrique du matin jusqu'à l'éolienne de forte puissance. Donc en fait, elles ne sont pas rares, elles sont très diluées. Et ce qui se passe, c'est qu'elles sont produites par peu de pays, et notamment par la Chine. Et donc en fait, tous les cours, d'ailleurs ce ne sont pas des cours, parce qu'en fait il n'y a pas de cotation en bourse officielle, c'est un marché de gré à gré qui est extrêmement opaque, extrêmement difficile à comprendre, et extrêmement difficile à projeter dans le temps. Parce qu'en fait, logiquement, on devrait se dire, la demande de terres rares augmente fortement, et puis la production ne va pas forcément aussi vite que la demande, en tout cas une production notamment chinoise. Et donc en fait, il va y avoir des tensions qui vont faire porter ces prix à la hausse. Et c'est pas forcément vrai automatiquement parce qu'en fait la Chine manipule les prix à la baisse pour en fait empêcher l'ouverture de mines et d'usines de raffinage alternatives en Occident pour que n'ayant pas de modèle économique en Occident, la Chine reste le leader incontesté sur l'ensemble de la chaîne de valeur des terres rares. Donc c'est un marché probablement tout petit et extrêmement compliqué à comprendre. Avec notamment aujourd'hui un dossier qui est au cœur des tensions entre la Chine et les États-Unis. On voit notamment que c'est ce qui a joué dans la balance il y a un mois lors de la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping, parce que Donald Trump s'est bien rendu compte qu'il avait besoin notamment de ces métaux critiques, si on ne veut pas les appeler des terres rares, pour son industrie, pour l'intelligence artificielle, pour son secteur automobile. En fait, nous n'avons pas investi dans ces matières premières pendant 30, 40, 50 ans. Les Chinois produisaient à notre place et on leur a acheté les terres rares à pas cher. Et des terres rares qui étaient verdies, si je puis dire, par le simple fait qu'elles traversaient une frontière et qu'on les mettait ensuite dans nos technologies. En fait, on s'est débarrassé du problème. On était très content que les Chinois s'en occupent. En se débarrassant d'un problème, on hérite d'un problème inversé, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les Chinois qui les produisent, etc. Et quand Trump décide de taxer les produits chinois très fortement, eh bien la Chine réagit avec le talon d'Achille tout trouvé des États-Unis et de l'Occident, à savoir ferme le robinet de ces matériaux, mais aussi d'autres matériaux. Parce que derrière les terres rares, on parle du gallium, de l'antimoine, du germanium, du graphite, toutes sortes de matériaux qu'on retrouve dans les batteries des voitures électriques, mais également dans les applications électroniques. Et donc en fait, pris à la gorge, ne pouvant pas ouvrir une mine de terres rares du jour au lendemain, parce que ça met du temps d'ouvrir une mine de terres rares, et quand elle est ouverte, il faut encore raffiner le produit. Et les Américains produisent des terres rares, ils ont une mine, mais ils n'ont pas l'usine de raffinage de la mine. C'est comme s'ils faisaient la pâte à pain, mais qu'ils n'avaient pas le four. Et le four se trouve en Chine. Donc les Américains renvoient leurs terres rares, une fois sorties de leur mine de Californie, vers la Chine pour être raffinées. Donc en fait, en attendant d'être souverain sur l'ensemble de la chaîne de valeur, en fait, c'est la Chine qui dicte le tempo et qui est capable de fermer les approvisionnements de ces matériaux aisément et d'arrêter du coup de facto des lignes de production du jour au lendemain quand les fabricants de composants ou quand les intégrateurs de composants dans une voiture électrique n'ont tout simplement plus de ces matériaux. Donc c'est un énorme levier de négociation géopolitique de la Chine actuellement qui va durer, on ne sait pas combien de temps, 5, 10, 15 ans, le temps que les Américains ouvrent leurs mines alternatives ou pas. Mais surtout, la Chine va très vite aussi. Elle diversifie ses productions, elle va chercher ses terres rares ailleurs, elle les importe vers son territoire pour les raffiner, de façon à avoir toujours un rôle de leader. Donc le futur n'est pas écrit, mais il faut s'attendre à un leadership très fort de la Chine. Et puis, il y a des investissements
très conséquent, notamment aux États-Unis, dans ce secteur-là, avec des entreprises dont on se fichait royalement il y a quelques années, des entreprises de production de ces matériaux, des entreprises d'extraction et de raffinage, et qui sont soutenues à bout de bras par les gouvernements, qui ne peuvent pas s'effondrer. Elles sont too strategic to fail. Elles ne mettront plus la clé sous la porte, parce qu'aujourd'hui, les soutiens étatiques à ces entreprises sont absolument important, nécessaire, ne serait-ce que pour fournir ces terres rares à des industriels de l'armement qui permettent de garantir la souveraineté militaire américaine. Donc il faut s'attendre à des investissements massifs en Occident, avec, on le voit aujourd'hui, des petites start-up ou des grandes entreprises, notamment du secteur minier, enfin grandes, toutes choses égales par ailleurs, mais qui vont être portées à bout de bras, notamment par les gouvernements, pour pouvoir assurer une diversification relative. Bon, le problème, Benjamin Louvet, c'est que entre le moment où on découvre une mine et le moment où vraiment elle commence à porter ses fruits, il se passe plusieurs années. Il y a le temps politique et puis il y a également le temps d'exécution pour ces entreprises avant de pouvoir extraire ces fameuses terres rares ou métaux critiques. Oui, c'est un gros problème, Étienne. D'ailleurs, on dit, l'Agence internationale de l'énergie dit que dans le domaine du cuivre, il faut 17 ans en moyenne pour ouvrir une mine. Alors, on pourrait croire que c'est un problème qui est lié au fait que les mines sont souvent dans des pays un peu reculés, etc. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, en moyenne, ouvrir une mine de cuivre, ça prend 29 ans. Donc c'est encore plus long. Le problème, c'est qu'il y a les délais d'obtention D'abord, il y a la période d'exploration. Ensuite, il y a la période d'obtention des permis, avec maintenant beaucoup de recours autour des questions environnementales et sociétales, ce qui peut rallonger considérablement la durée d'ouverture. Puis après, il faut construire la mine. Parfois, si elle est en terre reculée, il faut amener la route, amener l'électricité, amener l'eau. Et donc, tout ça prend très longtemps. Donc, ce que décrit Guillaume, effectivement, est intéressant, c'est que les États-Unis, aujourd'hui, envoient leurs terres rares pour être raffinées aux États-Unis. Et avant que ça puisse changer, Donald Trump et Scott Bessent ont dit que dans 2 ans, ils seront défaits de la dépendance chinoise aux terres rares. Mais tous les spécialistes, quand ils regardent ça, disent bon courage, parce qu'arriver à construire une filière complète de terres rares, et notamment sur la partie raffinage, sachant que les Chinois ont annoncé en début d'année déjà qu'ils suspendaient les exportations des technologies liées au raffinage des terres rares, ça va être extrêmement compliqué. Est-ce que, par exemple, l'intelligence artificielle ou certaines technologies pourraient aujourd'hui raccourcir ces délais ? Alors sur la partie exploration, sans doute, ça aide dans le traitement des données. Il y a beaucoup de recherches. On a l'impression que le domaine minier est un domaine de l'ancien monde, mais en fait, il est extrêmement moderne. Vous avez un certain nombre de startups qui permettent de gagner beaucoup de temps dans ces domaines-là. On en a reçu une dans une conférence chez Ophi Invest Asset Management récemment, qui s'appelle iPulse, qui est une société qui a été montée par un Français, Laurent Frescaline, qui a trouvé des financements aux États-Unis. Il n'a pas trouvé de financement en France au départ, alors qu'il était un pur produit du CEA. Et qu'il avait travaillé pour les technologies militaires avant, et qui permettent aujourd'hui d'avoir une meilleure cartographie. Et sur la base de ces technologies, une société comme Ivanhoe Electric a réussi à obtenir un contrat en Arabie Saoudite avec la compagnie nationale minière pour cartographier le sous-sol saoudien. Donc on a aujourd'hui, avec l'IA, avec les nouvelles technologies, des moyens d'aller réaliser des gros progrès et peut-être de gagner du temps dans la phase exploratoire. La phase des permis, c'est un problème d'organisation. Il n'y a pas assez de gens qui travaillent dans ce secteur-là au niveau des administrations. Il y a la problématique de la durée des recours qui fait qu'on pourra la comprimer. C'est beaucoup plus long, par exemple, aux États-Unis qu'au Canada ou en Australie, qui sont des terres également minières importantes. Mais disons qu'ouvrir une mine en moins de 10 ans, ça va rester un challenge très difficile. Puisqu'on est dans un salon où on parle d'investissement, un mot quand même de l'ESG, un mot des énergies vertes avec vous, Guillaume Pitron. Aujourd'hui, comment on peut calculer le risque ESG d'une mine ? Parce qu'on voit bien quand même le risque de controverse qui est important. Ça se calcule très bien. D'abord, ces risques ESG, ils recourent à une trentaine de critères. Globalement, mais c'est des critères qui vont effectivement de l'impact de l'activité minière sur le réchauffement climatique, la pollution des eaux, l'artificialisation des sols. Sur la partie sociale, on va regarder évidemment la qualité de traitement salarial des différents salariés. Sur la partie gouvernementale, on va regarder comment est-ce que les communautés locales sont intégrées à la prise de décision au moment de la phase d'exploitation minière et comment les profits sont par exemple partagés, etc. Et on le calcule très bien. Vous avez des tas de labels plus ou moins sérieux. Alors vous avez juste des labels déclaratoires où l'entreprise s'autodéclare propre et a droit à son label. Et puis après, vous en avez d'autres qui au contraire se soumettent à un label comme par exemple IRMA, qui est un label extrêmement exigeant. Et c'est très difficile d'obtenir une certification IRMA
excellente à 100%. Je crois même qu'il n'y a pas encore d'exemple d'une entreprise qui soit certifiée 100% IRMA. Mais ces entreprises iront de plus en plus vers ce type de certification-là, parce qu'en fait, elles n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'en fait, la première difficulté pour ouvrir une mine, 17 ans en moyenne, c'est que les populations locales environnantes ne sont pas d'accord. Et moi, j'en ai rencontré des directeurs d'entreprises minières qui disent en fait, le principal sujet, c'est en fait de bien m'entendre avec mes voisins, quoi. Et si jamais ils ne sont pas d'accord, ils vont bloquer l'accès aux mines, ils vont organiser un process, ça va me prendre 10 ans de plus. Donc en fait, obtenir ces labels-là, améliorer la réputation qui est globalement pas excellente du secteur minier, à tort ou à raison, c'est nécessaire pour pouvoir accompagner ce renouveau minier qui va de pair avec la transition énergétique et transition numérique. Et donc ces labels, toujours plus sérieux, seront toujours plus recherchés. Et j'ajoute qu'il y aura toujours plus d'ONG pour vérifier comment ça se passe et toujours plus de journalistes pour également vérifier les conditions d'exploitation de ces matériaux à l'heure où on commence à s'intéresser au lien entre transition verte et matériaux critiques. Justement, vous faites la transition avec cette fameuse transition verte. Chez Total Energy, vous avez pris un virage dans les énergies renouvelables. Forcément, vous êtes obligé de regarder ce marché des terres rares. Vous êtes obligé de regarder un petit peu les cours du cuivre et compagnie, parce que vous avez besoin de tout ça pour vos batteries, pour stocker cette électricité renouvelable, pour fabriquer des panneaux solaires ou l'éolien, etc. Au final, tout est imbriqué aujourd'hui. Ah oui, on a une chaîne de supply qui est de plus en plus complexe. On n'est plus effectivement sur nos activités traditionnelles pétrole et gaz, puisqu'on a décidé effectivement de se diversifier dans les renouvelables. Et notamment dans les renouvelables, on en parlait juste avant le débat, on a un secteur dans lequel il y a un besoin de terres rares, donc des aimants en fait plus particulièrement, qui sont utilisés pour les moteurs des éoliennes offshore. Et donc effectivement, là, il y a un angle où effectivement, on regarde ça de très près, mais aussi pour les batteries qui sont associées avec les capacités renouvelables, il y a aussi un besoin de matériaux plus critiques, peut-être moins des terres rares, et d'autres, les panneaux solaires évidemment, qui demandent aussi à avoir des technologies avancées avec des matériaux qui sont de plus en plus complexes à obtenir. Est-ce que ça a un impact sur la rentabilité aujourd'hui de certains parcs ou sur certains projets où aujourd'hui vous dites à ces niveaux de prix-là, on revoit un petit peu nos plans ? Non, je pense que pour l'instant, on ne voit pas encore. On le voit pas encore, mais c'est effectivement quelque chose qu'on regarde de près avec nos fournisseurs pour être sûr que la chaîne, en tout cas, ne soit pas interrompue et que les prix ne soient pas trop élevés, quoi. Il nous reste 5 minutes pour parler d'une matière première qui a décollé depuis le début de l'année. Il s'agit bien sûr de l'or. Benjamin Louvet, l'once en dollars gagne plus de 50%, 55% même depuis le début de l'année. La barre des 4000 $ est franchie. Impressionnant quand même ce parcours de l'or avec les banques centrales qui continuent d'acheter à tour de bras aujourd'hui de l'or. Oui, Étienne, je pense que ça serait un peu limitatif de résumer l'or à son parcours de cette année. Je rappelle juste une chose, en l'an 2000, une once d'or, ça valait 250 $. D'accord ? Donc je pense que même le S&P 500 ne fait pas aussi bien que l'or sur 25 ans. Donc on a un parcours qui s'est copieusement accéléré depuis 2023. Et les raisons, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont pérennes, elles sont structurelles plus que conjoncturelles. Alors évidemment, les banques centrales achètent de l'or aujourd'hui. Elles achètent de l'or en quantité importante. Il faut savoir que jusqu'au début des années 2000, elles étaient plutôt vendeuses d'or. Et depuis, on a eu l'émergence d'un certain nombre de pays qui se sont retrouvés avec des excédents commerciaux et donc des réserves de change et qui ont diversifié leurs réserves sur l'or. On a donc les banques centrales, essentiellement des pays émergents, qui constituent des réserves. Et aujourd'hui, la Banque centrale de Chine, la Banque centrale de Russie, du Kazakhstan, du Vietnam, achètent de l'or régulièrement. Moralité, on est passé d'une situation où les banques centrales vendaient à peu près 500 tonnes d'or par an au début des années 2000 à une situation où en 2022, en 2023 et en 2024, elles en ont acheté 1000 tonnes chaque année. Juste pour avoir un point de repère, le marché total de l'or, c'est un marché de 4500 tonnes par an. Donc elles font plus de 20% de la demande. Et la question, c'est est-ce qu'elles vont continuer ? La réponse à cette question est oui. Alors comment je le sais ? Simplement parce qu'on leur a demandé. Il y a un sondage qui est réalisé tous les ans auprès des banques centrales qui s'appelle le Central Bank Gold Survey, qui est réalisé par le World Gold Council. Et il leur pose toujours les mêmes questions. Et il y a une des questions qui est intéressante, c'est qu'est-ce que vous voulez faire sur l'or dans les 12 prochains mois ? Ce sondage a été publié en juin. Et à cette question, les 3 dernières années où elles ont acheté 1000 tonnes d'or chaque année, elles étaient entre 24 et 29% à dire qu'elles voulaient augmenter leur allocation. Cette année, 43% des banques centrales indiquent vouloir augmenter leur allocation à l'or. Et 0% indiquent vouloir vendre leur or. Donc, première chose, les banques centrales achètent et elles vont continuer à acheter. Ce qui est intéressant aussi dans ce sondage, c'est qu'on leur demande pourquoi elles achètent.
Et à cette question, elles répondent principalement deux choses. La première, c'est que l'or ne représente pas de risque de contrepartie. Je vais le dire autrement, Étienne, l'or n'est la dette de personne et donc ne peut pas faire faillite. Ce qui vous en dit quand même beaucoup sur la façon dont elles considèrent les autres actifs qu'elles ont en portefeuille. Et la deuxième raison, c'est nous achetons de l'or parce que nous considérons que les taux d'intérêt réels vont rester bas très longtemps. Il faut savoir que l'or, quand vous achetez de l'or, vous n'avez pas de rendement. Il peut performer, il peut monter ou descendre, et donc vous donnez une performance, mais pas de rendement. Quand vous achetez une action, une obligation ou de l'immobilier, vous êtes payé pour attendre, parce que si vous avez une action, vous avez un dividende, quoi qu'il se passe sur le cours de l'action. Une obligation, vous avez un coupon, de l'immobilier, vous avez un loyer. Quand vous achetez de l'or, vous n'avez rien. Donc quand le niveau de rémunération des autres actifs diminue, eh bien l'or retrouve de l'intérêt. On est dans cette situation-là. Et là, Étienne, si j'essaye de résumer les tendances structurelles qui sont positives pour l'or, c'est l'instabilité est partout. On a une instabilité géopolitique, des risques de conflit, donc une recherche de valeur refuge, une instabilité économique et financière avec Donald Trump qui a rendu l'Amérique beaucoup moins fiable et qui a mis en plus des tarifs douaniers qui font craindre pour le commerce international. Donc là aussi, un besoin de recherche de valeur solide, entre guillemets. Et puis le problème le plus important, c'est clairement celui de la dette. Aujourd'hui, toutes les grandes économies sont extrêmement endettées. Et ça rend la politique monétaire extrêmement compliquée. Quand vous êtes très endetté, si les taux montent, bien la charge de la dette devient insupportable. C'est ça qui fait dire aussi aux banques centrales que les taux d'intérêt vont devoir rester bas très longtemps, d'autant qu'en plus on doit gérer la transition énergétique qui va coûter également beaucoup d'argent. Donc tout ça nous amène à penser que les facteurs qui ont permis à l'or de monter autant cette année sont toujours là. Il y avait besoin d'une pause, on est en train de la connaître, mais l'or a encore de très beaux jours devant lui. Je peux même vous dire jusqu'à quand il va monter. Tant qu'il y a de la dette, c'est ça? Tant qu'il y a de la dette, en gros, le jour où on va décider de sérieusement s'atteler au problème de la dette, à ce moment-là, on va appeler ça, on n'appellera pas ça comme ça, mais grosso modo, ça sera une restructuration de dette. À ce moment-là, le cours de l'or va s'envoler, ça sera parabolique. Ce qu'on connaît en ce moment à côté, ça sera anecdotique, ça va vraiment accélérer. Et là, il faudra vendre. Et il ne faudra plus toucher à l'or pendant 25 ans. Parce qu'une fois qu'on aura réglé le problème de la dette, les taux d'intérêt retrouveront une certaine normalisation. Et donc l'or aura beaucoup moins d'intérêt dans un portefeuille. Rassurez-vous, vous avez encore un peu de temps. Ce n'est pas pour tout de suite parce que les banques centrales ont encore des moyens d'action. Et donc on va retarder ce phénomène-là le plus possible parce qu'il est très douloureux. C'est un ajustement qui est très douloureux. J'espère que ça tiendra encore à peu près 10 ans parce que dans 10 ans, je serai pas loin de la retraite. Ça m'arrangerait. Comme ça, j'aurais plus besoin d'avoir des fonds à vendre. Objectif 10 000 $ peut-être pour l'once d'or d'ici là. En tout cas, ça sera bien sûr à suivre. On est pris par le temps. Merci en tout cas à tous les trois de nous avoir accompagnés. On a essayé en 25 minutes d'aborder ce sujet très large des matières premières en passant donc du pétrole à l'or et les terres rares. Merci beaucoup à tous les trois.